à Octopus. Dans cette émission, nous allons voir quels sont les différents langages informatiques. Tout d'abord, les langages qui servent à programmer l'ordinateur, les langages de programmation, et ensuite le langage qu'utilise l'ordinateur lui-même, le langage machine. Par la suite, nous verrons comment l'ordinateur traduit les langages de programmation en langage machine à l'aide de ce qu'on appelle un interpréteur ou un compilateur. Nous étudierons également le Logo, langage d'ordinateur spécialement conçu pour les enfants. Mais nous commencerons par des exemples de 3 langages de programmation les plus courants et Yvon va nous parler de chacun d'entre eux. Ah, tiens, voilà un programme qui ressemble un peu à celui que j'ai écrit l'autre jour. Je reconnais des mots go to, if then. Oui, c'est le même langage que celui que vous avez utilisé dans une émission précédente. Il s'appelle le BASIC, ce qui veut dire Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, ou, en français, code d'instruction symbolique tout usage pour débutants. Ah ben, c'est très simple, hein, c'est tout un nom. Mais c'est exactement ce que c'est, un langage tout usage pour débutants. Bon, ben alors on y va? Bien sûr. Alors, run, et return. Ah ben dis donc, c'est joli, hein? Et celui-ci, oh, c'est un peu court, jeune homme. Il y a toutes sortes de symboles que je comprends pas. Ce langage est assez difficile à apprendre, Yvon, mais il est très concis et très compact. En quelques instructions, on peut faire exécuter bien des choses à l'ordinateur. C'est en fait un ensemble de notations mathématiques extrêmement sophistiquées. Et comment s'appelle-t-il? L'APL, ce qui signifie A Programming Language, c'est-à-dire un langage de programmation. Évidemment. Et à quoi sert-il? Il est tout indiqué pour les enseignants. Il permet de trier les notes des étudiants en ordre croissant. Tiens, écrivez donc quelques chiffres et vous verrez. 34, 25, 78, 89, 78, 67, et return. Eh ben, dis donc. Ah. Tout ça grâce à ce petit programme qui n'a qu'une ligne d'instruction? Oui, l'APL n'est pas très bavard. Comparez donc au langage qui est sur l'ordinateur voisin. Ah, ben dis donc, celui-ci n'en finit pas, hein? Oui, et ce n'est qu'une partie du programme. Le listing complet est sur l'imprimante à côté. C'est le programme? C'est ça. Ah, ben dis donc. Il semble plus facile à comprendre que les autres. Vous avez parfaitement raison. C'est plus long, mais c'est beaucoup plus facile à lire. Alors ça aussi, c'est un langage pour débutants? Non, non, pas du tout. En fait, on s'en sert surtout pour les programmes de gestion. Et c'est pour ça qu'il porte le nom de COBOL, ce qui veut dire, grosso modo, langage courant de gestion. En fait, c'est le langage informatique le plus utilisé dans le monde pour les affaires. D'ailleurs, chaque jour, vous envoyez les effets. La plupart des factures ou des états de compte que vous recevez ont presque tous été préparés par un programme écrit en COBOL. Le BASIC, c'est pour l'usage général et les débutants. L'APL, pour les mathématiques, les calculs mathématiques, et le COBOL, pour les affaires et la gestion. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres langages de programmation? Oui, il y a le Pascal, le Fortran, il y en a des centaines, mais ceux-ci sont les plus courants. Remarquez bien que pour son fonctionnement interne, la machine utilise un autre langage totalement différent. Ah oui, les octopus, les bits et les octets, on en a déjà parlé. Oui, nous en avons parlé un peu déjà. Ces bits et octets, tous composés de 1 et de 0, constituent une sorte d'alphabet pour l'ordinateur qui s'en sert pour commuter et décommuter ses circuits. Il possède d'ailleurs une grammaire et une syntaxe qui lui sont particulières. Et c'est tout cet ensemble qu'on appelle le langage machine. Mais ce langage machine, comment fonctionne-t-il exactement? Je vais vous donner un exemple. Dans tous les langages de programmation, qu'on appelle également langage évolué, on peut donner une instruction dans le genre print 2 plus 3.
Et lorsque cette instruction est traduite en langage machine, tout se retrouve en code binaire, ce qui est beaucoup plus compliqué que de traduire simplement 2 plus 3. On dit alors à la machine des choses comme celle-ci. Chargez l'accumulateur avec le chiffre 2, mettez la retenue à 0, ajoutez le chiffre 3 et la retenue, et ensuite passez au sous-programme d'impression. Tout ça pour additionner 2 chiffres? Eh bien, et c'est vraiment le seul langage qu'utilise l'ordinateur? Absolument. C'est très différent des langages évolués. Mais alors comment fait-il pour comprendre le basique, la PL et ainsi de suite? Il ne peut les comprendre qu'à l'aide d'un programme spécial qui lui permet de traduire les instructions du langage évolué en langage machine. Et voyons un peu comment ça fonctionne. Au début de l'informatique, il y avait une barrière des langues entre les ordinateurs et les humains. Car il fallait utiliser un langage machine pour communiquer avec l'ordinateur, en code binaire, ou avec un équivalent précis en langue parlée. C'était un procédé très lent et laborieux. Chaque fois qu'un utilisateur non spécialisé voulait demander à l'ordinateur d'imprimer quelque chose, de prendre une décision ou de répéter une opération, il devait morceler chaque message en de nombreuses et minuscules étapes électroniques. C'était la même chose pour le mathématicien qui devait traduire tous ces symboles mathématiques en un interminable langage informatique. Et même l'homme d'affaires qui voulait simplement calculer les salaires et son inventaire ou préparer des factures pour ses clients devait tout formuler en langage machine. Mais finalement, après plusieurs années, les gens ont commencé à réaliser qu'ils traduisaient constamment en langage machine les mêmes idées fondamentales. Alors ils ont fait des listes d'énoncés, des symboles et des procédures qu'ils utilisaient tous fréquemment. Et ils ont appelé ces listes des langages évolués. Par exemple, le langage BASIC pour les utilisateurs non spécialisés, APL pour les mathématiciens et COBOL pour les hommes d'affaires. On a ensuite rédigé des dictionnaires automatiques qui, tout comme les dictionnaires français-anglais, comptaient une liste de tout le vocabulaire d'un langage évolué dans une colonne, avec son équivalent en langage machine dans l'autre colonne. Ensuite, chaque fois qu'on voulait utiliser un mot, un symbole ou une méthode du langage évolué, ce dictionnaire permettait de le trouver, de déterminer son équivalent en langage machine et de le transmettre à l'ordinateur. Ces dictionnaires, qui traduisent automatiquement un programme évolué en un programme de langage machine de niveau inférieur, sont eux-mêmes des programmes. Ce sont des programmes traducteurs. Et dès l'apparition des programmes traducteurs, les gens n'ont plus été obligés d'utiliser le langage machine, s'ils ne le désiraient pas. Ils pouvaient dorénavant utiliser des langages beaucoup plus commodes, tels BASIC, ou APL, ou COBOL, ou Fortran, ou Lisp, ou Pascal, ou Fortran, ou n'importe quel des centaines d'autres langages évolués spécialisés qui ont été créés au cours des années. La barrière des langues entre les ordinateurs et les humains avait été renversée. Bon, mais on n'a pas vraiment brisé la barrière du langage, si j'ose dire. Non, pas vraiment. Et vous ne serez probablement jamais capable de communiquer directement avec l'ordinateur en langage de tous les jours, parce que les langues humaines sont truffées d'ambiguïté, Yvon. Et s'il y a quelque chose que l'ordinateur ne peut tolérer, c'est bien l'ambiguïté. Mais il existe un langage de programmation qui paraît beaucoup plus naturel que le basique. Allez donc à l'ordinateur Apple. Oui. Le programme traducteur de ce langage est contenu sur une disquette. Ah oui, voilà. Apple Logo, édition française. Logo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement un nom, Yvon. Alors mettez la disquette dans l'unité et puis allumez l'ordinateur et l'écran. Bon. Alors, voilà. Ordinateur, l'écran. Voilà. Bienvenue à Logo, c'est prêt. Maintenant, Yvon, tapez montre tortue en un seul mot et faites return. Montre tortue. Oui, je vais vous expliquer. Le logo est un langage essentiellement conçu pour les enfants. Grâce à lui, on peut dessiner toutes sortes de figures avec quelque chose qui s'appelle une tortue. Bon.
Et return. Ah, alors la tortue, c'est le petit triangle au centre de l'écran. Oui, c'est ça. Et maintenant, vous pouvez lui demander de vous dessiner quelque chose. Disons un carré. Dessine un carré. Et return. Ne sait que faire pour dessiner. Souvenez-vous, Yvon, qu'il faut tout définir pas à pas pour l'ordinateur. Et il faut lui dire comment procéder étape par étape pour dessiner un carré. Mais au moins, comme vous voyez, il vous répond dans un langage qui vous est naturel. Oui, ça. Alors, si je comprends bien, je dois lui dire de dessiner une ligne, puis une autre, puis une autre, puis une autre, pour en arriver au carré. C'est ça? Alors, petite tortue, pour commencer, je vais te faire dessiner une ligne. Comment je fais? Vous pourriez probablement le découvrir par vous-même, Yvon, à force d'essayer, mais pour aller plus vite, je vous dirai tout de suite que pour déplacer la tortue, il faut taper avance ou recule. Avance. Elle n'a pas bougé. Qu'est-ce que je pourrais lui dire de plus pour que... Vous lui avez dit avance, mais vous ne lui avez pas dit de combien. Cette fois-ci, dites-lui d'aller en avant de 30 unités. Écrivez donc avance, espace 30. Ah, c'est facile, hein? Bon, alors maintenant, je voudrais qu'elle trace une ligne vers la droite. Comment je fais? Eh bien, il faut faire tourner la tortue vers la droite et ensuite la faire avancer. Alors, je tape droite. C'est trop vague. Les ordinateurs détestent l'imprécision, comme vous le savez. Même en logo, il faut dire de combien de degrés vous voulez faire tourner la tortue. Alors, je vais écrire droite 90. Ah, et maintenant, je peux lui dire avance 30. D'accord, j'ai compris. Alors, avance 30. Avance 30. C'est formidable. Avance 30. Et mon carré est complété. C'est un programme que je viens de composer? Non, Yvon, c'est des commandes. L'ordinateur ne les conservera pas. Pour programmer en logo, il faut dire à l'ordinateur pour dessiner un carré ou simplement pour carré. Mais il faut toujours commencer par le mot pour. Mais d'abord, effacez l'écran en tapant VE pour vide écran. Bon, alors allons-y. Pour carré. Vous voyez, la flèche indique que vous êtes maintenant en mode de programmation. Est-ce que ça veut dire que je dois recommencer à écrire toute la série avance 30, droite 90, avance 30, droite 90? Non, non, Yvon, vous pouvez condenser tout ça en une seule ligne et il n'est pas nécessaire de numéroter les lignes. Ah, formidable. Et comment je fais pour condenser tout ça? Dites-lui de répéter avance 30, droite 90, 4 fois. Alors, écrivez répète 4 et puis ensuite avance 30, droite 90, entre crochets. 4, crochet, avance 30, droite 90, et crochet, et return. Maintenant, ils vont taper fin. Fin. Voilà. Yvon, vous venez d'écrire un programme en logo qui dit à l'ordinateur comment dessiner un carré. Pour voir si ça fonctionne, écrivez carré. Eh ben, dis donc, ça va vite, hein? Oui, mais c'est bien beau tout ça, mais où est-ce que ça nous mène? Bien sûr, Yvon, ce n'est qu'un début. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez appris une chose à l'ordinateur, il s'en souvient. Et vous pouvez vous en servir pour construire des figures encore plus complexes. Tiens, un exemple. Écrivez VE pour effacer l'écran. VE. Maintenant, écrivez ceci. Répète 8 et entre crochets, carré droite 45. Entre crochets, hein? Oui, c'est ça. Fermez les crochets et return.
Ah ben c'est joli. C'est pratique aussi, hein, pour faire des dessins géométriques. C'est bien plus que ça, Yvon. C'est une excellente façon d'enseigner aux jeunes enfants la géométrie, la physique, la logique. En fait, c'est une très bonne façon d'apprendre aux enfants à réfléchir. Logo, c'est un langage qui a été développé par Seymour Papert et toute une équipe au MIT à Boston. C'est aussi une philosophie de l'éducation. Papert s'était rendu compte que les enfants apprenaient des choses très difficiles sans qu'on ait jamais besoin de le leur enseigner. Moi, j'ai utilisé le langage Logo avec des enfants évalués à des niveaux de 2e ou 3e année, mais qui étaient rendus à 11, 12 et 13 ans. Je me suis rendu compte que ces enfants nous donnaient un message ou des messages qu'on n'avait pas la possibilité de percevoir autrement. Parce que la tortue qui est sur l'écran, pour eux, c'est un être vivant, du même titre que la personne qui essaie de leur enseigner quelque chose. Mais la différence avec Logo, c'est que c'est l'enfant qui devient le professeur. Le professeur qui travaille avec un enfant devient un consultant. Alors, Logo favorise une approche où on respecte les styles cognitifs des enfants et où on apprend aussi, à travers leur apprentissage. Nous avons demandé aux élèves eux-mêmes qu'est-ce que ça avait changé chez eux. Plusieurs nous ont dit, maintenant, quand on fait un travail, on regarde pour voir s'il n'y a pas de bug. Quand ils sont à leur siège en train de faire un travail, disons en français ou en géographie ou en mathématiques, ils évaluent davantage leurs produits. Ils repassent en travers pour voir s'il n'y a pas un bug encore. Les enfants ont développé une sorte d'assurance dans leur potentiel de réflexion, dans leur facilité de concevoir des choses. Mais il nous faudra avoir des recherches qui nous donnent des outils pour évaluer tout ça et pour réorganiser tout le curriculum au bout de la ligne en rapport avec des langages puissants comme Logo. L'attitude des enseignants, c'est encore un petit peu une attitude inquiète. Mais c'est peut-être pas nécessairement par rapport à Logo, comme par rapport à l'avènement de l'ordinateur en général dans l'éducation. Il y a peut-être une certaine peur que les enfants les dépassent. Et je pense que les enseignants vont avoir à modifier cette attitude-là parce que l'enfant ou n'importe qui travaille au Logo va dépasser quelqu'un d'autre. Parce que lui, il s'en va sur une ligne de pensée que personne n'a exploitée. Les gens se sentent dépourvus, ils n'ont pas l'habitude d'une technologie comme celle-là. Ils ont comme besoin de se l'approprier eux aussi pour pouvoir se sentir à l'aise de travailler avec les enfants. Mais règle générale, les enseignants qui viennent travailler en Logo sont aussi enthousiastes que les enfants. Eh bien, c'est bien dommage qu'on n'ait pas eu le Logo quand moi j'étais à l'école. Alors, on peut l'utiliser sur la plupart des micro-ordinateurs. Oui, vous allez bientôt pouvoir utiliser le Logo sur n'importe quel ordinateur. Ici, nous l'avons pour le Apple, pour l'ordinateur couleur de Radio Shack et pour le Texas Instrument, où il est contenu dans une espèce de cartouche noire qui est une autre forme de ROM pack. Oui. Donc, il y a deux façons d'insérer un programme traducteur de Logo dans l'ordinateur, soit par disque, soit par ROM pack. Ça dépend de l'ordinateur. Alors, est-ce qu'il faut également ajouter un programme traducteur de BASIC? La plupart des micro-ordinateurs en sont munis à l'origine, mais il y en a un ou deux qui ne le sont pas. Souvenez-vous, dans une émission précédente, dans laquelle nous avions examiné le ROM pack d'Atari. Ah, BASIC. Mais tous les autres ordinateurs que nous avons vus possèdent leur propre interpréteur BASIC dans leur circuit. Vous voulez dire qu'il existe plusieurs sortes de BASIC? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dialectes de BASIC. Le BASIC d'Apple n'est pas identique au BASIC du PET ou celui de l'Atari. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de programmes d'ordinateur ne sont pas interchangeables d'une machine à l'autre. Et en plus, il y a tous les autres langages. L'APL, le COBOL, le Fortran, le Pascal, c'est presque les Nations Unies, quoi. Oui, j'ai bien peur que oui. Alors je peux donc rendre un micro-ordinateur multilingue, tout simplement en lui faisant exécuter un programme traducteur, tout comme un interprète. Dans le cas du BASIC, du Logo et de l'APL, le programme de traduction est généralement un interpréteur. Mais pour ce qui est du COBOL et du Fortran, le programme de traduction est un compilateur.
Il existe entre les interpréteurs et les compilateurs des différences importantes qu'il faut connaître pour bien comprendre le fonctionnement des ordinateurs. En atterrissant dans le monde des ordinateurs, avec leur étrange langage machine compliqué, c'est un peu comme si on arrivait sur une autre planète dont les habitants parlent une langue extraterrestre, également étrange et compliquée. Obtenir d'un mécanicien qu'il répare votre engin spatial sur la planète Galimatias présenterait le même genre de problème que lorsque vous voulez obtenir quelque chose d'un ordinateur. Tout ce que vous dites doit être traduit. Et vous avez le choix entre deux types de traducteurs. L'un s'appelle un interpréteur, l'autre un compilateur. Supposons que vous avez déjà écrit votre liste d'instructions pour la réparation de votre engin spatial. Et supposons que vous choisissez l'interpréteur pour en faire la traduction. Il lit votre première instruction, ouvrez le capot de la fusée, là en galimatias, et le remet immédiatement au mécanicien, et qui exécute l'instruction. Ensuite, l'interpréteur lit votre deuxième instruction, enlevez la bougie. Il traduit cela en galimatias et le remet au mécanicien, qui l'exécute. Et ainsi de suite. Remarquez la façon dont l'interpréteur travaille. Il reste constamment avec vous et il traduit immédiatement chacune de vos instructions, une par une. C'est un procédé assez lent car le mécanicien doit attendre que chaque instruction soit traduite. Mais cela vous donne l'occasion de corriger vos erreurs au fur et à mesure. Si le mécanicien enlève la mauvaise bougie par exemple, vous le remarquerez immédiatement et vous pourrez changer votre instruction en conséquence. Comparez cela avec la façon de procéder de l'autre traducteur, le compilateur. Il prend votre liste complète d'instructions et, sans autre cérémonie, il traduit le tout directement en galimatias. Il vous remet ensuite les instructions traduites, il s'en va et il vous laisse seul. Tout cela a pris un certain temps, mais le reste va aller très vite. Vous remettez au mécanicien la liste complète d'instructions en galimatias et il les exécute à toute vitesse. Bang, bang, bang. Cette fois-ci, nul besoin d'attendre. Mais cela présente bien entendu un désavantage. Si vos instructions contiennent une erreur, il est maintenant trop tard pour la corriger. C'est proche de la façon dont se fait la traduction par interpréteur et par compilateur avec les ordinateurs. Un interpréteur entre en action immédiatement, procède lentement et vous permet de voir l'évolution des opérations. Pour sa part, un compilateur exige une durée de préparation supplémentaire avant de pouvoir utiliser le programme. Mais il progresse ensuite très rapidement et très efficacement. Pour vous aider à retenir la différence entre l'interpréteur et le compilateur, remarquez le sens de ces mots. Dans interpréteur, inter signifie entre. L'interpréteur est toujours entre votre programme et l'ordinateur, et il traduit ligne par ligne. Compiler, par contre, a le sens de recueillir ou empiler. Un compilateur recueille tous les éléments de votre programme et il traduit le tout en une seule fois. C'est à vous de choisir lequel utiliser sur la planète Galimatias. Mais il y a encore une chose que je ne comprends pas très bien. Est-ce qu'il est réellement important que le compilateur soit plus rapide que l'interpréteur? Tout ce que l'ordinateur fait est déjà tellement rapide. Pour certaines choses, ça peut avoir une grande importance. Si vous devez faire des calculs mettant en jeu beaucoup de chiffres, ou si vous voulez dessiner très rapidement à l'écran, il y a un programme déjà chargé dans les micro-ordinateurs PET de l'autre côté du comptoir. Oui. Essayez donc 19 et return. 19. Et return. Ah. C'est un programme de probabilité statistique. Il calcule la probabilité qu'a une bille de tomber dans une case donnée. Ah, c'est pas très rapide. C'est parce que le programme StatisBille est traduit instruction par l'interpréteur basique qui est dans l'ordinateur. Maintenant, passons au deuxième PET. Oui. C'est le même programme, mais il a déjà été compilé en langage machine. 19 et return. Ah, là, c'est plus rapide, hein? En fait, Yvon, ça va pratiquement 10 fois plus vite.
C'est parce qu'une fois le programme compilé, l'ordinateur utilise directement le langage machine. Mais où est le compilateur? Il est sur un disque qui est dans le cahier à anneaux à côté du deuxième PET. Ah oui, ceci. Ah oui. PetSpeed. Et il existe des compilateurs basiques semblables pour accélérer le fonctionnement de la plupart des micro-ordinateurs. Dans la prochaine émission, nous examinerons différentes façons d'utiliser l'ordinateur dans l'enseignement. Donc, à la prochaine. Ici Claudia. Au revoir. À bientôt.